Ce projet d'accès vous est présenté par le RSEQ, secteur des Cantons de l'Est. Cette semaine, nous avons décidé de faire quelque chose de différent. Nous sommes présentement à l'École secondaire internationale du Fort, où l'intégration par le sport, notamment par le football, c'est impopulaire, et ce depuis plusieurs années. Pour en parler avec nous, nous avons le professeur d'éducation physique, Éric Loignon. Éric, bienvenue dans la zone début. Merci, Sébastien. Éric, ça fait déjà 29 ans que tu travailles ici, donc il n'y a plus de secret vraiment pour toi pour l'intégration des immigrants à travers le sport. Si tu avais à nous en parler un peu des particularités que ça peut poser. Bien, premièrement, c'est souvent de faire connaître une nouvelle activité aux joueurs. Si on parle de football, là, la majorité de nos jeunes qui arrivent d'Afrique, de Colombie ou d'Europe de l'Est, ils ne connaissent pas ça. Fait que là, c'est le premier contact. Il faut les convaincre de venir essayer. Souvent, pour eux, le football, c'est le soccer. Puis des fois, on a eu des jeunes qu'on a amenés au foot en bas, puis là, ils arrivent, tu leur donnes un casque, des épaulettes, puis de quoi, qu'est-ce qu'on fait, là? Puis là, tu es obligé de leur expliquer. Mais ça amène des belles surprises. Des gars comme un Jean-Marc Millien, un Haïtien qui n'avait jamais connu le football, qui a joué à Bishop, qui a joué en Europe aussi, qui est coach à Bishop et à Thetford par le passé. Fait que ça amène toutes ces situations-là qui sont le fun. Et tu pars vraiment de zéro, tu l'as dit, pour plusieurs joueurs, jeunes originaires de différents pays. Le football est plus souvent qu'autrement inconnu. Oui, puis il faut partir avec les bases, il faut leur montrer c'est quoi le jeu, leur faire voir des vidéos, leur faire écouter des matchs de la NFL, de la CFL, puis les amener sur le terrain qui commence tranquillement parce que là, souvent, ils arrivent en fin de secondaire ou au milieu du secondaire. Ils sont obligés de se confronter avec des gars qui ça fait 4, 5, 6 ans qu'ils jouent au foot. Fait que là, ça devient difficile aussi pour eux d'apprendre. Puis c'est le contexte sécuritaire aussi. Il faut amener ça à leur niveau. Et en tant qu'intégration, évidemment, ce que je crois comprendre aussi, c'est que dans le vestiaire, malgré les plusieurs langues ou dialectes qui peuvent être parlés, on doit jaser français. C'est la langue commune, ça devient le français. La majorité des joueurs proviennent de l'extérieur du Québec. On a 12 nationalités différentes dans une équipe de 25 joueurs. Si tout le monde se met à parler sa langue, il n'y a personne qui se comprend. Fait que même avec les coachs, avec les profs qui travaillent aussi avec ces jeunes-là, on met l'accent sur l'apprentissage français. Les jeunes qui sont en classe d'accueil, ils ont 24 mois pour apprendre le français. Fait que c'est un sprint, c'est une course contre la montre aussi avec eux là, pour qu'ils maîtrisent le français. Puis par le sport, c'est le médium le plus facile, je trouve, pour eux. Exact, parce que se retrouver avec les pairs et de discuter le même langage, ça doit accélérer les choses puis rendre le tout un peu plus facile. Ça devient plus facile, c'est stimulant parce qu'ils veulent comprendre ce qui se passe, ils veulent comprendre ce qu'on explique. Fait que là, la motivation est là pour vraiment là, entrer là, dans leur tête pour rentrer le français, la compréhension, mais aussi le parler, même si des fois ils sont un petit peu gênés parce que des fois c'est leur troisième ou quatrième langue de base. Là. Fait que ça devient difficile, mais ils y arrivent avec du temps et avec de la patience. Et je crois comprendre que ça peut amener à des belles histoires parce qu'il y a des parents qui, à moins que je me trompe, sont un peu reconnaissants aussi du travail qui est fait pour l'intégration de leurs jeunes. Oui, il y a des parents qui sont super contents. Une famille algérienne qui t'amène un couscous le vendredi soir parce que les parents sont contents que tu prennes du temps et que tu t'occupes de leurs jeunes. Des cadeaux, des fois, d'Afrique du Sud, d'Afrique centrale. Les gens, ils viennent te porter des choses, ils sont contents parce que tu t'occupes de leurs jeunes puis ils voient l'importance que ça a pour eux, le football, puis ils voient aussi là, les bienfaits que ça donne pour les jeunes. Et je crois qu'au fil des années, tu as eu l'occasion de travailler avec des jeunes qui se sont illustrés au niveau supérieur par la suite. Oui, on a une belle histoire. Élie Ngoyi, qui a joué dans les Canadiennes, il a joué son football collégial à Champlain, universitaire à Bishop. Il a joué avec les Eskimos, puis il a terminé ça avec les Alouettes. C'est une des belles réussites. C'est un jeune, entre autres, qui a fallu convaincre les parents qu'il pouvait jouer au foot, que c'était pas dangereux pour lui, que c'était de façon sécuritaire, mais ça a pris du temps à les convaincre. Puis là, finalement, ce jeune-là, il a vécu 4 ans dans les Canadiennes là, avec beaucoup de succès quand même.
Et à moins que je m'abuse, au Rouge et Or de l'Université Laval, présentement, au football universitaire québécois, vous avez aussi un ancien porte-couleur. Oui, Amani Malinda, numéro 15 avec le Rouge et Or. C'est une belle histoire. Lui, c'est un immigrant. Il a fui la guerre. Il a passé en classe d'accueil, adaptation scolaire parce que son parcours scolaire était difficile. On a réussi à y faire finir son secondaire à l'éducation des adultes. Il a joué 3 ans avec les Condors au niveau collégial. Puis maintenant, cette année, il est avec le Rouge et Or. C'est vraiment une super belle histoire. Là. À Manny, c'est un beau succès pour un jeune qui s'est intégré. Puis pourtant, au début, il détestait le football. Est-ce que c'est un programme qui pourrait prendre de l'expansion ou, disons, différentes avenues au cours des prochaines années? Bien, nous, pour l'École du Phare, l'intégration de nos classes d'accueil, c'est hyper important. Puis on mise là-dessus beaucoup depuis quelques années. Puis c'est sûr qu'on va continuer parce qu'il y a des super athlètes. Il faut juste les convaincre de venir, convaincre leurs parents aussi des fois que c'est pas si dangereux que ça, le football. Il faut bien leur montrer. On met l'accent sur la sécurité. Les coachs sont patients. Ils développent des techniques avec eux. Puis c'est de communiquer la passion qu'on a pour le sport avec ces jeunes-là. Voilà donc des belles histoires d'intégration ici dans les locaux de l'École du Phare. Il y en a plusieurs. Éric Loignon, merci beaucoup. Merci, Sébastien. Le football américain n'est pas le sport national en Bosnie. Pourtant, pour Djenan Mustafic, il s'agit d'un sport très intéressant. Djenan, bienvenue dans la zone des buts. Merci. Tes parents sont originaires de Bosnie. Ils sont arrivés à Sherbrooke quand? Ça fait 21 ans qu'ils sont à Sherbrooke. Et toi, tu es né ici. Qu'est-ce qui fait que tu as décidé de pratiquer le football? Parce qu'il y a beaucoup de mes amis qui ont commencé à jouer au football. Ils m'ont dit pourquoi tu viens pas essayer et tout. Alors, je suis venu à une pratique, j'ai essayé. Puis, j'ai senti que c'était mon sport que je voulais faire toute ma vie. Quelle a été la réaction de tes parents lorsque tu leur as dit que tu allais pratiquer ce sport qui, j'imagine, n'est pas tout à fait le sport national, n'est-ce pas, en Bosnie? C'était un peu difficile pour eux. Ils avaient très peur de moi, que je me blesse, que j'ai des blessures, que je me retrouve à l'hôpital. Est-ce que tu as pu les rassurer un peu? Oui. Ils sont venus me regarder un match. Ils ont vu que je me suis pas blessé. Alors, ils m'ont laissé jouer, continuer. Tu as des amis, j'imagine, de toutes les nationalités à l'intérieur de l'équipe. Est-ce que le football peut être, d'après toi, une porte pour l'intégration des immigrants? Selon moi, oui. Parce qu'on est comme une deuxième famille. Fait que, une deuxième famille de plusieurs nations, plusieurs pays. Fait que, on se parle comme une vraie famille. Est-ce que c'est un élément qui est motivateur pour rester à l'école et poursuivre les études? Oui, vraiment, parce que quand tu vas à l'école, tu étudies. Pour moi, c'est comme... puis tu sais qu'il va y avoir une pratique le soir. Je me mets à 100% sur mes études, pour que, comme si je finis plus vite, pour que j'aille à ma pratique. J'imagine que tu suis le football chez les professionnels. Est-ce que tu as un joueur ou une équipe préférée? Oui, l'équipe, c'est les Panthers, puis mon joueur, c'est Cam Newton. Ah oui, tu vas nous expliquer pourquoi? C'est... OK, un peu, il faut que je répète. C'est ces célébrations que j'aime beaucoup, puis c'est parce que je trouve qu'il est vraiment, vraiment bon. Excellent, mon cher. On va te souhaiter la meilleure des succès, non seulement dans ton parcours académique, mais aussi dans ton parcours sur le terrain. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. L'équipe de football des Patriotes de l'École du Phare, catégorie juvénile, a ceci de particulier. Il y a 12 nationalités différentes qui sont représentées au sein de l'équipe. Avec nous aujourd'hui, nous avons 2 joueurs originaires de la Tanzanie. Je vais les laisser se présenter. Rankunda Isaiah. Leverien Shimagizwe. Alors, 2 joueurs qui viennent de la Tanzanie où le football est peut-être pas non plus encore le sport national. Isaiah, comment on vient en contact avec le football? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans ce sport-là au début? Ben, genre, je sais pas trop, là. Pourquoi tu aimes le football? Parce que c'est un sport qui me motive trop, genre. Ça me donne le goût de venir tout le temps à l'école pour que je sois tout le temps présent à mes pratiques. Quelle position tu occupes? Et débit. Et ça fait combien de temps que tu pratiques ce sport-là?
Des ans, je crois. C'est une équipe, les Patriotes, qui a plusieurs nationalités différentes. Comment ça se passe dans le vestiaire? Il doit y avoir plusieurs langues différentes qui sont parlées. Ouais, mais on parle nous tous en français, je crois. Et puis, est-ce que tu aimes l'esprit d'équipe qui règne au sein des Patriotes? Ouais. Ça fait depuis quelques mois, je crois, que tu es au Québec, n'est-ce pas? Ouais. Qu'est-ce qui fait que tu as choisi de jouer au football avec les Patriotes? Bon, moi, quand je venais ici, au Canada, tous mes amis jouent au foot. Ils disent, Léveillé, toi, si tu veux besoin de venir jouer au foot, je dis, je vais essayer. Mais tous mes amis disent, allez jouer au soccer. Moi, je dis, je vais jouer au foot. Parce que le soccer, pour vous, je crois, c'est un peu plus naturel que le football? Ouais. Est-ce que vous jouez au soccer? Ouais, des fois. Puis, est-ce que le football est devenu un sport plus important que les autres, peut-être? Ouais. Et même s'il y a plusieurs langues différentes qui sont parlées dans le vestiaire, je crois que ça vous oblige quand même à parler français, n'est-ce pas? Ouais. Est-ce que c'est un avantage? Pour moi, ouais, parce que ça m'aide à apprendre le français genre plus vite. Puis ça rentre dans la tête, là. Plus rapidement? Ouais. Est-ce que ça aide à apprendre le français? Ouais, vraiment. Si tu pratiques avec tes amis, tu vas comprendre le français. Alors, comme vous voyez, c'est un bel exemple d'intégration pour les immigrants qui viennent ici à Sherbrooke de pratiquer un sport comme le football. Merci beaucoup, les gars. Merci à toi. Avoir une équipe cosmopolite amène certains défis, dont celui d'enseigner le football à des gens qui n'ont peut-être aucune référence avec ce sport. Nous avons avec nous Mathieu Gagné, qui est coordonnateur offensif pour l'équipe juvénile des Patriotes de Dufort. Mathieu, bienvenue dans la zone des buts. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors Mathieu, comment on adapte son enseignement auprès de jeunes qui sont débarqués à Sherbrooke depuis peu et qui n'ont probablement aucune idée de ce que c'est le football américain? C'est sûr, pour vous mettre en perspective, moi, je viens de Saint-Georges-de-Beauce. J'ai joué en Beauce. C'est un milieu qui est très, comment dire, traditionnel, la Beauce. Donc, moi, j'arrive, j'ai joué avec des joueurs du fort en Beauce, j'arrive, j'ai la moitié de l'équipe qui est de nationalités différentes. Puis moi, première pratique que j'arrive ici, je parle avec un joueur. Je dis, OK, mettons, je ne me rappelle pas de quoi je parlais, mais je parlais d'un niveau technique, tu dois attaquer de telle manière. Puis là, je parle, puis je vois que ça fonctionne pas. Puis là, à un moment donné, j'entends un de mes joueurs qui dit « Coach, je comprends pas ce que tu dis. » OK. Puis j'entends un autre joueur qui dit « Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle sa langue à lui? » Fait que, OK. Comment? Fait que c'est quelque chose, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup comprendre la manière que les joueurs voient le football. Par exemple, il faut s'adapter à toutes les réalités de nos joueurs. On en a des immigrants, oui, mais tu sais, comme Dianan, lui, il est arrivé ici, ça fait longtemps, comprend bien le français, il est quand même bien acclimaté à la culture nord-américaine, donc comprend le football, ça se déroule comment, 4 essais avec un ballon, faut faire des points. Si on a des joueurs comme Révélien, qui est là depuis un an et demi, qui arrive, et lui, si on lui parle, comme Éric disait, quand on parle de football, lui, il pense au soccer. Mais puisque c'est des jeunes qui viennent d'Afrique, qui n'ont pas nécessairement la connaissance, comme exemple en Europe, on peut leur dire, un peu comme au rugby, on doit plaquer celui qui a le ballon. Les Africains, eux, n'ont aucune connaissance de comment ça se joue au football, les jeux, juste comprendre quand le jeu commence, quand le jeu arrête. On n'associe pas nécessairement le sifflet à début de jeu, fin de jeu, arrêter de jouer, qu'est-ce qui se passe, comment on fait des points. Donc, c'est de leur expliquer. Il faut imager beaucoup notre enseignement, notre coaching. Encore là, c'est difficile parce que leur vocabulaire est assez restreint. J'imagine aussi qu'il y a des questions de sécurité qui doivent survenir. Tu l'as dit, pour les Africains, ce sport-là qui implique des contacts physiques qui peuvent être parfois solides. C'est pas tout à fait dans leur mentalité, eux. Non, c'est certain que techniquement, les gars n'ont jamais appris à plaquer, n'ont jamais amené au sol de manière adéquate, de manière sécuritaire. Donc, c'est commencer comme nous, quand on prend des jeunes enfants de 4-5e année, c'est de revenir aux bases, comment on amène au sol, comment on se protège, nous, par rapport au contact. Donc, c'est un peu le même principe, la même dynamique qu'avec des jeunes de primaire, mais
avec des jeunes de 15-16 ans, beaucoup plus grands, beaucoup plus gros, beaucoup plus rapides, et une partie de l'équipe qui joue au football depuis 5 ans. Donc, c'est une dynamique qui est très difficile. Il faut être capable de s'adapter. Au début, on ne prend pas nos grands gars de 230 livres contre nos petits nouveaux qui arrivent. Donc, c'est savoir, en plus de leur apprendre à jouer au football, comme n'importe quelle autre équipe, il faut jouer avec toutes ces dynamiques-là, c'est ça, s'adapter par rapport aux situations de nos joueurs. Tu étudies en enseignement. J'imagine que toute cette expérience est assez valorisante quand même. C'est sûr que ça se met très bien sur un CV, ça se dit très bien une conversation. Moi, je coach à l'École internationale du Fort. La moitié de mon équipe vient d'ailleurs dans le monde. C'est sûr que c'est le fun, c'est une belle expérience qu'on ne vit pas, surtout en Beauce. Ça, c'est une réalité qui est complètement différente. Mais c'est sûr que c'est assez valorisant. C'est un super beau défi comme, pour apprendre à coacher. Un entraîneur motivé, un entraîneur qui s'adapte. Alors, à coup sûr, les Patriotes de l'École du Fort ont un entraîneur solide avec eux qui va être capable de s'adapter à leurs différentes réalités. Mathieu Gagné, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le nerf de la guerre au football universitaire, c'est le recrutement. Et quand on parle de recrutement, on parle de voir des matchs, de parler à des jeunes et de tenter de les convaincre de choisir son programme universitaire. Nous avons avec nous le coordonnateur défensif du Varéor de l'Université de Sherbrooke, Guillaume Boucher, qui envoie beaucoup des matchs aux fins des recrutements. Guillaume, bienvenue dans la zone des buts. Merci beaucoup, ça va bien? Oui, ça va très bien. Ici, c'est un match des Cougars contre les Géants de Saint-Jean. Qu'est-ce que tu viens voir, toi, ici? Qu'est-ce que tu as à l'œil lorsque tu regardes un match au niveau collégial? Premièrement, présentement, je suis le seul recruteur de l'Université de Sherbrooke aujourd'hui, donc c'est sûr que je ne regarderai pas juste ma position. Je vais regarder toutes les positions. Qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a des boards de recruiting. Donc, ça fait déjà un an et plus qu'on travaille sur la cohorte de recrutement qui va rentrer à l'hiver 2019 et l'autre moitié va rentrer à l'automne 2019. Donc, chacun coach au Varéor, on est responsable d'une position, puis on a une trentaine de joueurs de chaque position, puis on va avoir analysé 3 games de eux de l'an passé. Donc, bien évidemment, il y a des joueurs qui l'an passé n'ont pas eu l'occasion, en anglais, qu'on va dire, de starter. Donc, on n'a pas eu de film sur eux. Donc, c'est surtout ceux-là qu'on vient voir de nos yeux, s'assurer c'est quoi les pieds qu'ils ont, comment est-ce qu'ils courent, puis le football sense, donc le football IQ. Comment qu'on est capable, quelque chose qu'on n'est pas capable de voir sur film. Donc, en vrai, on est capable de voir comment ils s'ajustent au ballon quand la balle est dans les airs. Pour des joueurs de ligne offensif, quel pad level, je ne sais pas encore une fois le terme francophone, mais quel niveau d'épaulière sont capables de bloquer. Donc, chaque position, on a des critères très précis à regarder. Pour les athlètes qu'on a déjà analysé 3 games, eux, on vient confirmer qu'est-ce qu'on a vu sur film. On vient confirmer le pied, on vient confirmer la coordination au niveau des yeux et des pieds, les prises de décision. Donc, c'est vraiment du travail qui commence toujours environ 1 an et demi avant que l'étudiant athlète sorte de son programme collégial. Et une fois que les statistiques ont été compilées, qu'on a fait beaucoup de vidéos et qu'on sait à peu près on sait que ce joueur-là nous intéresse, il y a le volet scolaire maintenant. Et c'est un volet assez important. Comment ça se déroule? Donc, au niveau du scolaire, on en revient encore à ce que je vous parlais de notre board. Donc, on va avoir analysé 3 games. S'ils sont assez bons au football, selon nos standards, selon notre système, comme moi, je vais évaluer un joueur, peut-être que je vais l'aimer mieux qu'un autre joueur parce qu'il fait plus mes schemes, donc mon schéma que je joue défensivement. Donc, un coup qui nous intéresse au niveau football, maintenant, il faut aller apprendre à connaître l'étudiant athlète. Donc, sa situation familiale. Quand est-ce qu'il termine? Est-ce que c'est un étudiant athlète qui termine à l'automne ou c'est un étudiant athlète qui termine à l'hiver? Donc, est-ce que son programme s'ouvre à l'hiver? C'est quoi son programme? Maintenant, est-ce qu'il est capable de rentrer dans son programme? Donc, la cotère. Est-ce qu'on offre son programme? Donc, si l'étudiant athlète a seulement qu'un choix, donc nous, on dit toujours school first, donc les études en premier. Donc, si j'ai pas son programme, puis je vois que c'est vraiment ça qu'il veut faire, je vais pas essayer de le convaincre, de dire hey, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Non, on l'a pas. À la prochaine, je te souhaite bonne chance. Donc, l'école en premier, c'est très, très, très important. Puis, on va parler, nous, au Varéor, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on parle à 2 à 3 personnes qui connaissent l'étudiant athlète. Puis, on va y parler vraiment de sa mentalité,
Est-ce que c'est un bon coéquipier? Est-ce qu'il prend des bonnes décisions hors terrain? Donc ça, c'est sûr qu'on a déjà enlevé des étudiants athlètes de sur nos boards, des fois que soit des amis proches de nous ou son coach vont nous parler de s'il y a des problèmes d'attitude. Donc, on a vraiment Coach Lecomte a amené vraiment des valeurs à notre organisation. Puis si l'étudiant athlète ne fit pas ces valeurs-là, bien, même s'il est bon au football, on va l'enlever de notre board. Fait qu'au début, on part à 30 joueurs par position, puis après ça vaisselle dans un autour de 20 joueurs par position, un coup que les camps collégiaux commencent. Les camps collégiaux sont au mois de mai, donc tout le mois de mai, début juin. Donc là, on est un mois à aller confirmer les pieds de ces étudiants athlètes-là, les coordinations au niveau des yeux, à regarder maintenant après ça quand on leur parle à personne, puis bien évidemment, ils viennent visiter le campus. On le sait, on l'a dit tantôt, c'est l'honneur de la guerre. Vous devez vous battre. Il y a 3 seulement universités francophones au Québec. Il y a Montréal, il y a Québec et il y a Sherbrooke. On connaît la situation. Montréal et Québec sont très attractifs pour les joueurs qui sont issus du niveau collégial. Qu'est-ce qu'on propose de différent chez le Vert-et-Or pour pouvoir espérer aller chercher les meilleurs joueurs au niveau collégial? Premièrement, c'est toujours une question de le campus. Donc, on va revenir à l'école. Je veux dire, l'Université de Sherbrooke, les cotères sont souvent plus hautes qu'à Montréal et qu'à Laval. Donc, notre école est très, très bien cotée, je dirais, dans tout le Canada au complet. Donc, la qualité de l'enseignement, on est très, très fiers de ça. Le campus, c'est un petit peu plus comme aux États-Unis. Donc, les gros programmes aux États-Unis qui sont dans dans le milieu de nulle part, des powerhouse, Penn State, Ohio State, donc beaucoup de gros programmes qui ne sont pas dans les grosses villes, qui sont en région. Donc, pour que c'est toute une région qui a le sentiment d'appartenance. Le campus de l'Université de Sherbrooke est relativement unique au Québec. Donc, c'est vraiment une petite ville à l'intérieur d'une ville. Donc, on vend ça beaucoup. Tout est proche. Tous nos étudiants athlètes restent dans un même quartier, à 5 à 10 minutes à pied de l'université, la proximité de nos joueurs, comment nos gars font des affaires ensemble à tous les soirs. Les gars, ils vont étudier le football, ils vont étudier leurs écoles ensemble. Les gars se louent des maisons ensemble. Donc, c'est très unique au Québec. Puis on vend ça. Je veux dire, notre esprit de famille est très, très dur à battre à l'Université de Sherbrooke. Si tu avais à nous dresser un portrait du pourcentage du travail, dans ton travail d'entraîneur, qui est dédié uniquement au recrutement, ça serait quoi par rapport à ce que tes tâches d'entraîneur à proprement parler lors des matchs, lors des entraînements? C'est dur à dire parce que c'est vraiment... c'est à l'année, mais on va vraiment donner beaucoup de temps au recrutement dans des phases différentes. Donc, à l'hiver, c'est beaucoup plus au niveau du dépistage, comme je mentionnais tantôt. C'est les analyses de films, puis les appels des étudiants athlètes, puis les visites sur le campus. Donc, l'hiver, je te dirais que c'est à peu près 30 à 40 de ma job. L'été, on parle de 70 à 75 de mon travail. L'été, c'est les visites sur le campus. Donc, pratiquement chaque jour, on a un étudiant athlète qui est sur le campus. Donc, ces visites-là, on les prépare 1 semaine, 2 semaines d'avance. Donc, on a vraiment une horaire attitrée. Ils viennent avec leurs parents, ils viennent avec des amis. Des fois, ils viennent en groupe, des fois, ils viennent tout seuls. Donc, l'été, c'est recrutement. Puis, on est 6 semaines sur la route en plus en recrutement. Donc, l'été, j'aurais vraiment tendance à dire que c'est en haut de 50 In-season, c'est notre coordinateur du recrutement qui prend vraiment beaucoup de volume au niveau du recrutement. Donc, au Genet, pour nous, va consacrer en haut de 50 de son temps. Dans mon cas, in-season, c'est, je dirais, 10 5 à 10 de mon travail. Donc, on a vraiment des horaires d'hiver, horaires d'été et horaires d'automne où le pourcentage de temps consacré au recrutement est différent. Comme vous voyez, ce qu'on voit généralement à partir de la télévision, lorsqu'on regarde les matchs, on voit les entraîneurs sur les lignes de côté qui dirigent leurs joueurs, mais derrière ça, il y a un très long travail de recrutement qui a été fait. Coach Boucher, merci beaucoup de nous avoir expliqué ça dans les détails. Et bonne fin de saison. Merci beaucoup. Merci. Depuis 2013, un nombre de reportages ont été publiés sur le football et ses conséquences. On le sait, le football, c'est un sport de contact et de plus en plus d'études ont été réalisées afin de connaître les conséquences directes que pourraient avoir les contacts sur le cerveau et aussi le grand phénomène des commotions cérébrales. Évidemment, il y a une réglementation qui a été mise sur pied afin de
contribuer à contrer les effets néfastes des plaquages, mais aussi afin d'instaurer des nouvelles manières d'aborder le jeu, qui est quand même un sport de contact. Pour discuter de cette nouvelle réglementation, on a avec nous Mathieu Rompré, qui est commissaire de Ligue football au RSEQ Canton de l'Est. Mathieu, bienvenue dans la zone début. Merci Sébastien. Donc, en début de saison, les officiels se sont attelés à expliquer aux différentes équipes qu'il allait y avoir une nouvelle réglementation cette année en 2018. Quelle est-elle? Oui, tout à fait. Bien, premièrement, nous, au RSEQ Canton de l'Est, avant le début de la saison, comme tu l'as dit, on tient une rencontre avec nos officiels et avec nos écoles pour leur expliquer les nouveaux règlements de la fédération. Donc, pour partir la saison bien claire là, pour nos équipes, avec tout le monde sur la même longueur d'onde. Puis cette année, le nouveau règlement majeur, c'est vraiment le règlement au niveau cadet et juvénile qui s'appelle « prendre pour cible ». Donc ça, en fait, en quoi ça consiste? C'est lorsqu'un joueur fait un plaquage qui excède un petit peu la violence permise au football au niveau de la tête et du cou. Notamment, si un joueur quitte le sol, les deux pieds, pour faire un plaquage dans cette zone-là, ou même si un joueur fléchit les genoux et va de l'avant vers cette zone-là, le joueur va être puni 25 verges et expulsé automatiquement de la partie. Ça, c'est ce qu'on appelle communément le targeting. Puis, à moins que je me trompe, on en a eu un événement un peu plus tôt cette année, alors qu'un joueur des Carabins de Montréal a frappé un receveur de passe du Verreal de l'Université de Sherbrooke qui était un peu en déséquilibre, mais le contact avait été vraiment à la tête du joueur de Sherbrooke. Et effectivement, la réglementation s'est appliquée. Par contre, elle n'est pas applicable encore en catégorie Benjamin, n'est-ce pas? Exactement. Ce règlement-là s'applique aux cadets et aux juvéniles. En Benjamin, par contre, même avec contact, le joueur a une punition rudesse et avertissement, mais n'a pas le 25 verges et l'expulsion de la partie. Nous, au RSEQ Canton de l'Est, on offre aussi le Benjamin sans plaquage par mesure de sécurité. Comme on sait, cette catégorie-là permet aux jeunes plutôt de bien développer toute question d'habileté technique avant de commencer les contacts. Par contre, les écoles qui sont dans le sans plaquage, lors des pratiques, prennent des mesures pour montrer aux jeunes comment bien plaquer pour lorsqu'ils arrivent dans la catégorie cadet, en fait, ils soient aussi habitués à du contact, mais ils vont le pratiquer lors des pratiques plutôt que lors des parties. Et voilà, comme vous voyez, c'est un bon point. Le football a su s'adapter et a su mettre sur pied une nouvelle réglementation et surtout une nouvelle manière d'approcher ce sport qui restera quand même un sport de contact. Mathieu Rompré, merci beaucoup. Merci Sébastien.